stratégie. Et certains me disent, comment se protéger? Alors déjà, juste vos réseaux sociaux, vous les mettez en privé, on commence par là. C'est-à-dire tout ce que vous partagez avec des amis, machin et tout, en groupe privé, bah vous acceptez pas n'importe qui. Si jamais vous acceptez n'importe qui, bah vous faites le tri quand c'est nécessaire, parce que ça se trouve, le n'importe qui, ça peut être quelqu'un qui veut faire dosint sur votre gueule, avec un compte un peu bancal, etc. Donc faire attention à ça. Après, moi, je suis pas le plus prudent, à vrai dire. Il y a des fois où, voilà, parce que je sais pas grand-chose à cacher aussi. Mais par contre, en vrai de vrai, éviter d'être ami, par exemple, avec les plus proches, ou sinon, bah pareil, en relation privée. C'est important. Fume quoi? C'est de la menthe fraîche. Et du coup, après, je sais pas, certains utiliseraient donc des mails cryptés, je sais pas quoi, là, des mails comme Proton et tout. Ça va dépendre à quel point vous voulez vous protéger, en fait. Après, là, je pense que ça va, voilà, c'est vraiment une question de est-ce que tu as une nécessité d'aller aussi loin dans ta protection ou pas. Ça va dépendre. Par exemple, bah, il y a Jack le Fou qui est là aussi, on va pouvoir lui poser la question. Mais je pense que pour se protéger, ouais, bah, il est parti, il a fui. Voilà. Je pense qu'il était venu juste pour écouter, ça doit être ça, à mon avis. Soit il est venu pour Ne écouter. cliquez jamais, ne cliquez jamais sur des liens qu'on vous envoie dans les messages privés, sur Twitter, Facebook, TikTok, ce que vous voulez. Ne cliquez jamais sur des liens dont vous ne savez pas quelle peut être la destination. Parce que vous pouvez, même si vous êtes derrière un VPN, c'est vraiment essayer de voir tout ce qui peut exister comme information sur vous. Moi, il n'existe rien sur moi sur Internet. Oui, t'as fait attention à ce que Réellement. tout soit nettoyé, quoi. Ouais. C'est-à-dire même quelqu'un qui a mon nom et mon prénom ne peut rien trouver sur moi sur Internet. Il existe une seule photo de moi sur Internet. Une seule vraie photo sur un site professionnel. Et c'est tout. Il n'existe rien d'autre sur Internet. On ne peut rien trouver sur moi. Il y a quand même une photo. Faut la trouver. Ah bah là, t'as mis au défi tous les gens, parce que le site professionnel, il y en a pas 10 000. Bref, mais... déjà, Non, c'est... mais Déjà, c'est un Ah, mais ça se trouve, c'est toi qui as choisi la photo que t'as mis, après, on sait pas si c'est vrai. Il y a juste une photo, t'as dit. la photo peut être vraie, la photo Ah, peut ça être se trouve, c'est fausse, un chien. effectivement. Là, t'es genre, ah mais c'est un chien, c'est bizarre. Mais, Mon Discord déconne. Ah mais d'accord, ok. Bah, je te laisse, si tu veux revenir, n'hésite pas, sinon, bah, t'inquiète, fais comme tu peux. Vas-y, excuse-moi, Costa. Donc, ouais, la photo, mais tu... non, il n'existe aucune information sur moi. Comme j'ai toujours travaillé dans le monde de l'Internet, j'ai opéré entre 2009 et 2012, donc bien avant de rentrer dans tous ces trucs-là. Entre 2009 et 2012, j'ai opéré des opérations de retrait, de suppression de tous mes comptes, D'accord. de tout un tas tout un tas de choses, pour que numériquement, il n'existe plus rien sur moi. Et je ne l'ai même pas fait. Parce que je m'étais dit qu'un jour j'allais être un apostat militant. Je l'ai fait juste parce que dans le cadre de mon métier, la sécurité informatique, C'est un etc., réflexe, quoi. j'ai commencé à voir, à me dire, oula, c'est encore, comment dire, il est encore temps pour moi de ne pas avoir de vie numérique réelle. Et à partir, et voilà, et donc j'ai pris 3 ans pour que tout disparaisse. Tout ce que j'ai pu écrire sur Facebook, même sur des vieux sites complètement merdiques, que tout disparaisse. Et tout a disparu. D'accord. Et on dit, oui, c'est vrai que voilà, les photos peu datées aussi, de plusieurs années, ça fonctionne bien comme subterfuge, les cheveux en moins, etc. Oui, c'est ça, il y a des gens aussi qui font des comptes. Alors du coup, il y en a qui spamment aussi, c'est-à-dire en gros, au lieu d'avoir un seul compte, ils en créent plusieurs avec leur identité. Ce qui fait que ça brouille le truc et là je suis un peu perdu parce que si tu entretiens un petit peu ces comptes là, ça donne une illusion de compte vivant quoi. Et si le tien n'est pas très fourni, en plus à côté de ça, ça fait très concurrence. Donc il y a plein de trucs qui se font, il y a plein de domaines où les gens voilà, ont des stratégies. Il y a Azer là, qui voudrait monter, mais bah, viens sur le Discord Azer. T'as pas le Discord Azer je sais pas, c'est bizarre. Attendez, je vais lui envoyer le lien. Hop là. Tac, je te mets le lien du Discord si jamais tu veux venir. Skyblog, je sais pas, Skyblog. C'est vieux Skyblog, il y a encore des gens sur Skyblog. Sur migal.org, Multimania. Ouais, allô. Oui, allô, c'est Azer, vas-y. Oui, c'est à toi. Ouais, salut. Salut Apostat. Salut Azer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon, très vite, je réponds à une question. Alors oui, effectivement, on me voit un peu dans l'interview avec Magie Lukacha, mais même là, tout est contrôlé. Même là, tout est contrôlé. C'est voulu. Tout est absolument filtré, tout est absolument validé avant mise en ligne. D'accord, ok, très bien. Donc, comme quoi...
Rien n'est laissé de côté. Hazer, quelles sont les mesures à prendre ou à mettre en place et quelles sont les possibilités, parce qu'il y en a plusieurs, voilà, pour éviter de trop laisser des informations sur soi et ses proches sur Internet. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est soi et ses proches et ses données perso. Alors c'est assez compliqué. C'est assez compliqué d'éviter les fuites. Mais on peut essayer de boucher, tu vois. On peut essayer de boucher un peu le robinet par quelques astuces simples. Mais c'est un peu comme l'hygiène en fait, tu vois. C'est des conseils que tu t'appliques à toi-même. Ouais, c'est des conseils que tu t'appliques. Moi, une règle de base, c'est en fait tout ce que je fais sur Internet, tout ce que j'écris. Enfin, tu l'effaces quoi. Seulement tout ce que j'écris. Non, c'est pas ça. C'est que tout ce que j'envoie comme photo, par exemple, tu vois, une gonzesse ou n'importe, tu vois, je me dis. Pique, si, voilà, justement. Si sur la photo, je me dis, cette photo-là, je pourrais pas être dans cet état dans la rue, tu vois. Quand t'envoies ta je bite, n'envoie c'est pas. compliqué. Je ne la mets pas sur Internet, tu vois. Alors si t'envoies ta bite, je me balade pas à poil dans la rue. D'accord. Donc t'envoies pas ta bite. Je ne la mets pas sur Internet. D'accord. Voilà. Ouais, totalement. Donc ne mettez pas vos kikis sur Internet, sauf si vous êtes prêt à vous montrer votre zizi dans la rue. Et s'il y a des personnes justement, bah, c'est leur délire, voilà, d'envoyer leur kiki, même ça. Évitez évidemment la tête. La tête, c'est super important. Même les personnes qui se protègent, qui mettent une cagoule, il y a les yeux, ça faut y penser. Il y a le nez. Non mais c'est vrai. Hein. Voilà, ça peut donner, ouais, ça peut donner beaucoup d'informations. Et puis après, il y a des grains de beauté et tout, si jamais c'est ton mari qui voit le truc, t'es dans la merde, hein. Ou ta femme. Ouais, ou ta femme. Alors là. Ah, je reconnais des grains de beauté, là, c'est bizarre. Ça me parle, cette vidéo porno là. Tiens, il a une bague de mariée comme la mienne. C'est bizarre. Tatouage. Moi, je connais cette toile aussi, oui, effectivement. C'est la queue de dragon très originale qu'avait faite mon mari. Il n'y a que 2 exemplaires en France. C'est très la date de naissance de notre fille. Mais tiens, oui, effectivement, sur son genou, je vois ça. Voilà, ensuite, bon, bah, il y a le délire vous savez, des VPN, tout ça. On va dire, moi personnellement, je surfe souvent avec un VPN parce que ça peut ralentir une tentative de quête d'obtention d'une adresse IP. Mais quelqu'un de déterminé, voilà, quelqu'un qui pose de l'argent sur la table, il va pouvoir forcément vous péter un jour ou un autre, c'est clair et net. Si ça parle l'argent, le Messenger ou autre, il y aura toujours un moyen. Et notamment par des manières comme le Zint ou d'autres, des manières détournées. Voilà, donc faites attention. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter du coup de ça? Les données sont sorties, elles ont fuité. Est-ce que c'est grave, docteur? Non. Enfin, c'est important de le dire. Voilà, je sais pas, ton adresse est sortie, ton numéro de téléphone et ton nom, prénom. Voilà, il y a ça qui est sorti, c'est sur Doxbin. Ça y est, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et est-ce qu'on doit paniquer, commencer à se dire ah mon Dieu, c'est la fin du monde? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, tranquille. Moi, je pense que ces personnes-là, avant tout, ils recherchent justement votre panique. Donc, moi, j'ai été doxé et souhaité, les copains. Personne n'a su. J'en ai même pas parlé à l'époque. Toi, tu l'as demandé. Non, je t'ai pas demandé. Je leur ai dit, nique ta mère, je vais pas me soumettre à ton chantage. C'est tout. Mais t'avais donné la procédure. À l'époque, oui, j'avais expliqué qu'il était mauvais. Oui, je lui ai dit, t'es très mauvais. Du coup, il a réussi à faire sauter mon ancien appart, pas chez moi. Rassurez-vous. Mais en gros, c'était la personne, on va pas la citer, mais vous voyez bien qui c'est, le Chuchu là. Et le fan d'Ulcan, sans être vraiment capable de lui arriver à sa hauteur, tu vois. Et le truc, c'est que il a voulu squatter chez moi. Et en fait, ils se sont relayés toute une soirée pour me squatter chez moi. Et ils ont fait péter la porte de mon ancienne propriétaire. Ah ouais, quand même. Donc bon. Du coup, ma propriétaire, elle a flippé, hein. Elle a flippé sa mère, par contre. Donc, je peux raconter une anecdote justement à ce propos. Et je vous assure qu'elle est totalement vraie. Je n'ai aucun moyen de vous convaincre
que ce que je dis est la vérité. Il faudra vous contenter de ma parole. Je vais pas jurer. Si tu dis voilà, on va te croire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement what the fuck que voilà, je voulais vraiment ça. C'est une. Ah oui, non. Je peux pas jurer. Je peux pas jurer pour vous dire que c'est vrai. Ne jure pas, Postacafé. Balance ta pilule Valda, crache ta pilule. T'inquiète. Crache ta pilule. J'étais en contact avec une apostate sur laquelle je ne donnerai aucune information, mais elle était apostate et elle était militante. Sauf que elle se montrait en visage sur internet, elle montrait son visage, etc. Elle était sous pseudo, mais elle montrait son visage face caméra et tout. Et du coup, bah forcément, elle a été identifiée. Et elle a eu une chance incroyable, parce qu'en fait, des gens qui cherchaient à lui faire du mal, à lui causer du mal, parce qu'elle avait vraiment une manière de critiquer l'islam qui déplaisait aux croyants, enfin en tout cas à certains croyants. Il y a un type, il a constitué un faux profil Tinder, ou je ne sais plus quelle application de rencontre, avec ses photos à elle, son nom et son prénom, et il a dit il est rentré en contact avec plusieurs personnes en disant, écoutez bien, mon fantasme, en se faisant passer pour elle, mon fantasme, c'est de me faire violer. Mon Dieu. Mon fantasme, c'est que quelqu'un rentre chez moi, pète la porte et me viole. Et que quoi que je puisse dire, donner comme signe de rébellion, que le gars il continue et qu'il ne s'arrête pas. C'est pour vous dire à quel point c'est vicieux. Hein. Ah oui. Et c'est comme les doxeurs fous. Aux États-Unis, on avait eu ça. Doxeurs fous, swatters fous. Les gars, ils s'arrêtent pas. Et en fait, il y a une vraie adrénaline. Moi, je pense que les gars, ils se droguent un peu à une sorte de super pouvoir où tu peux faire plier n'importe qui avec la justice. Mais là, c'est pas un terminé. appel, il a rien à faire en plus. Ouais. C'est pas terminé. À deux ou trois jours près, mais réellement, à 2 ou 3 jours près, elle a déménagé de son appartement où elle était. D'accord. Et un type s'est vraiment, pour de vrai, pointé chez elle dans l'intention de la violer, mais dans le cadre d'une rencontre consentie, ou en tout cas pseudo-consentie, entre une dame qui expose son fantasme sexuel à quelqu'un et quelqu'un qui est d'accord pour le réaliser. Donc potentiellement, virtuellement, entre deux adultes consentants. Oui. Et elle l'a appris parce que le voisin ou le concierge ou je ne sais quoi, bref, je ne sais plus quoi, de l'appartement où elle était, lui a dit, il y a un type bizarre. Parce que peut-être que le gars, il avait des signes extérieurs au niveau du visage, un œil plus haut que l'autre, ou je sais pas quoi, un truc bizarre. Il devait forcer la porte, je pense. Ouais, c'est ça. Il essayait de défoncer la porte, etc. Mais l'appart était vide, quoi. Et en fait, à 2 ou 3 jours près, il aurait pu lui arriver quelque chose de catastrophique. Ouais, catastrophique. Et c'est parce que le type, quand il n'a pas été arrêté par la police, mais juste son comportement de vouloir défoncer je sais pas comment ça s'est passé, s'il mettait des coups de pied ou s'il essayait de sonner, de frapper à la porte et tout. Tu te rends compte de l'ingéniosité du mal, enfin tu vois, c'est hyper bien designé, si je puis dire, comme trappe, quoi. Enfin, c'est horrible. Mais t'as affaire à des gens, ils sont dans une autre dimension, sur un autre plan. Leur Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour eux. Tous les moyens possibles et imaginables pour t'atteindre et te faire mal sont utilisables, sont légitimes dans leur mode de pensée, dans leur paradigme. Il n'y a pas de moralité. Alors, il va falloir que je dise un truc. Il y a Léonard qui dit « Je mise que tu ne dépasseras pas les 2 cas de dons ce soir. On parie à la mise. » Alors, je veux bien parier métaphoriquement. Je peux pas donner ça, j'ai plus d'un tout. Mais ce serait bien effectivement, j'aimerais bien qu'on fasse mentir Subman, parce que Subman pense être le seul mécène de la chaîne, le seul qui peut financer la chaîne. Donc je vous invite à lui mettre la trique. Voilà. Dépasser les 2 cas, c'est montrer à Léonard qu'il n'est qu'un caca de vous mépriser ainsi. Voilà. Comme ça, c'est dit. Voilà. Comme ça, le message est lancé, la cagnotte est relancée. À vous. Du coup, je vais ouvrir Vas-y. Et du coup, je pense que là, j'ai un rendez-vous là
professionnel dans 10 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te remercier, Zdioclo, d'avoir donné un temps de parole sur ces problématiques. Merci à Zer aussi et vous pour pouvez ta découvrir la chaîne de la Poste à Kafir dans la description. Comme ça vous permettra de découvrir son travail aussi, parce qu'il fait pas mal de choses. Et alors du coup, il y a quoi sur ta chaîne avant de partir? Oh, il y a des lives de croyants qui sont enregistrés, il y a des petites vidéos, il n'y a pas beaucoup de moi-même personnellement. D'accord. Sauf dans... Je t'en prie, Kafir. Je t'en prie, Kafir, et je voulais juste ajouter que ça me tient à cœur votre combat, et donc s'il y a besoin, je sais que voilà, tu as des petites bases en informatique, mais toutefois si tu as besoin de formation, tu vois, un peu de pédagogie envers les apostats qui ne s'y connaissent pas très bien, je peux être sécurité informatique. tes services. Ok. Avec grand plaisir, prodiguer des conseils. Si tu sais ce que c'est qu'ouvrir une cellule. Ouvrir, pardon? Ouvrir une cellule. Est-ce que tu sais ouvrir une cellule? Oui. En informatique, je te parle là. Je te parle en informatique, hein. En développement pur, est-ce que tu sais ouvrir une cellule? Keylock, c'est ça que tu parles? Non, ouvrir une cellule. Ah, une vraie cellule, quoi. C'est une espèce de dalaïste à la con. Un jour sur internet, il me dit: ouais, l'apostat, qu'est-ce que tu racontes? D'où tu t'y connais en sécurité informatique? Comment on ouvre une cellule? Je ne sais pas. Jamais su. Et ben on apprendra un jour peut-être comment ouvrir une cellule. Mais voilà. Attendez. Il y a quand même. Alors, en fait, attends, je comprends, Léonard. Merci Stéphanie pour te rendre chez le coiffeur avant les fêtes. Je vais y aller cette semaine, merci. Pour cette journée de stream, merci à toi. Donc voilà, faut faire monter la cagnotte à plus de 2000 € parce que si je comprends bien, Léonard fait un pari. Il dit soit c'est toi qui perds, donc soit si vous me faites gagner, soit tu redonnes 2000 €. C'est ça que tu dis, Léonard? Attention, hein. C'est ça que j'ai compris, hein, donc fais gaffe. Hein. Moi, je pourrais y croire après. Et après, je vais m'imaginer que je vais être riche et que je pourrais aller au bout de ma cagnotte. Et faites mentir Léonard. Ça se trouve, il va se sentir l'âme d'un mécène absolu et il va financer l'islamophobie française. On ne sait pas. On est peut-être là. Ça se trouve, on arrive peut-être enfin au financement réel. Voilà. Soutenez Subman, faites-le mentir. C'est comme ça que ça se passe. Alors, attendez, il y a Poste à Kafir qu'on libère. Hazer, je vais te redonner la parole. On libère. Et je vais te faire parler. Et voilà, et comme tu aimes bien le combat de Posta. Oui, vas-y, Posta. Au revoir, écoutez, au revoir à tout le monde et faites péter la cagnotte de voilà. S'il vous plaît. Faites péter sa cagnotte. Exactement. Et ça permettra vraiment de faire des dingueries. Quand je dis faites péter, c'est pas signaler là. Non. C'est faites péter le montant. Voilà. c'est. C'est important de le dire. Alors du coup... Allez, merci et puis à très bientôt. Pas de soucis. La cellule, on s'en bat les couilles. Je dis que tu me dois 2K si la cagnotte ne dépasse pas les 3,7K. Ah bah non, c'est pas possible. Je peux pas faire 2000 € comme ça en claquant des doigts. À moins que les gens y participent au maximum et toi aussi. Sinon, c'est pas possible. Ouais. Tu te doutes bien. Tes règles sont bien trop compliquées, mon cher Subman. Et voilà, là, non, c'est pas une règle cohérente. On va dire ça, on va dire la vérité. Hein, non, ça va pas à quoi. Alors, du coup, on va donner la parole à Jack, le fou. Bonsoir, Jack, le fou. Il est mort. Je crois que c'est l'exorcisme qui a eu lieu. Et du coup, il a disparu. Comment vas-tu, Jack? Ça va. Je me repose. Alors, et toi, comment ça va? Bah là, du coup, je suis encore sur un sujet un peu touchy. Là, je suis en train de faire un gros live. Donc, je suis un peu... voilà, je suis bien. Ça va, c'est tranquille. Ça va, c'est cool. Est-ce qu'il y a des surprises? Pour l'instant, pas trop. On est sur un flux tranquille. Des surprises. Non, est-ce qu'il y aura des surprises? Alors, j'aimerais bien qu'il y ait des surprises. Mais là, j'ai pas prévu de grandes surprises. J'ai pas réussi à avoir le numéro de Philippe Boquet. J'ai demandé à AstronoGeek sur le Discord au pire, mais j'aurais dû lui écrire sur Facebook. Je pense que ça va être compliqué qu'il puisse venir. Donc je pense que les surprises, on verra si les gens veulent venir. D'ailleurs, si vous voulez débattre avec Jack le Fou, profitez-en. Je rigole. Non, mais en gros, bonjour, voilà, si vous voulez des surprises, par contre, n'hésitez pas à venir. Hein, certains, j'ai essayé de faire venir notre cher Bad Mulch qui disait que Jack était justement voilà, qui devait pas laisser la liberté d'expression à tout le monde. Il ne veut pas venir non plus discuter avec moi, ce qui est bien dommage. Donc malheureusement,
malheureusement, pour l'instant, les surprises, c'est les viewers qui me les font, mais ce n'est pas moi qui leur donne, à part le fait d'être présent aussi longtemps aujourd'hui. Voilà. C'est beau. Bonsoir, Jack. Bonsoir. Alors, Azer, tu as une question à poser à Jack, vu que tu le rencontres enfin? Ouais, bah, ça fait plaisir de t'avoir en vocal pour la première fois. Figure-toi que ça fait quelques semaines que je t'ai découvert par le biais de Yeux Clos. Bah, bien sûr. Il n'y a que Yeux Clos. Oui, Yeux oui, Clos, c'est le oui, meilleur. oui, oui. Jordanix, Oui, c'est de la merde. pardon. Irréductibilité, Oui. c'est de la merde. C'est Voilà, c'est ça, faut le dire. Et ça, c'est de la C'était pas qualité. Jordanix, c'était Voilà. Yeux Clos, effectivement. C'est de la merde. Comme dirait Jean-Pierre Coff, il avait bien raison. Voilà, pardon. Vas-y. Et donc, sache que ça fait plusieurs semaines que tu berces mes nuits, mes fins de soirée de boulot, et je m'endors souvent avec tes débats en fond. Et c'est pas pour dénigrer, hein, au contraire, c'est très... Est-ce que tu fais des cauchemars ou... Non, ça va, parce que j'adore la manière dont tu une maestria à gérer les débats et à rendre ça un peu plus léger que ça ne l'est effectivement. Donc je trouve ça vraiment super. Et force à toi et à ton combat. Merci. Tu avais une question ou... Est-ce que tu as une question, Azer? Excusez-moi. Une question. Je réfléchis, je me mute, Mais je réfléchis. est-ce que tu as joué à Elder Scrolls 3? On va poser une vraie question. Est-ce que tu as joué à Elder Scrolls 3, Azer? Je suis totalement hermétique à Skyrim, à Elder Scrolls. T'aimes bien etc. Stargate? Oui, ça va. Ouais. Alors moi personnellement, je vais vous dire un truc. J'aimerais que vous me convainquiez d'un truc parce que moi personnellement, j'ai regardé Stargate et je trouve ça kitsch. C'est un peu kitsch. Et pas terrible. Alors pourquoi c'est bien Stargate? Jack le fou, pourquoi c'est bien? Alors pourquoi c'est bien Stargate? C'est toi. C'est moi le kitsch. C'est toi le kitsch, wesh. C'est toi le kitsch, wesh. T'es malade toi. On traite pas Stargate de kitsch devant moi. Alors du coup, pourquoi c'est bien Stargate? Parce qu'il paraît que t'es passionné de Stargate du coup, Jack. Que c'est un de tes péchés mignons. C'est quoi cette petite passion Non, étonnante? c'est pas un péché mignon. Parce qu'on en a enfin un péché mignon, c'est quelque assumé. chose. Ouais, c'est une exception et tout. Alors que c'est pas le cas. Moi, si tu regardes ma bibliothèque, enfin celle que j'essaie de reconstituer depuis que je suis au Canada, parce que j'en avais une bien remplie en Algérie que j'ai dû abandonner. Elle est divisée en deux. La moitié, c'est des livres de philosophie, et l'autre moitié, c'est des livres de science-fiction. Mais réellement, il n'y a pas de roman policier, il y a rien. Il y a que 50% philosophie et 50% de science-fiction. Donc je suis un fanatique de science-fiction. D'ailleurs, je crois avoir été le seul en Algérie à avoir organisé des colloques sur la science-fiction. D'accord. Et qui ont eu beaucoup de succès, je dois le dire. Donc, c'est dans cette optique-là, ça veut dire que j'adore la science-fiction. Donc, comment assouvir cette passion? Donc, je le fais à travers beaucoup de supports et beaucoup de médias. Les livres, justement, c'est un excellent moyen. Mais il y a aussi les films et les séries. Et question série, Stargate a une place vraiment spéciale. Effectivement, de premier abord comme ça semble un peu kitsch. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis désolé. Je donne mon avis brut parce que je suis pas passionné à la base de ce genre de série, tout ce qui est Star Trek, Stargate et tout. Je trouve ça toujours un peu rebutant, on va dire, au premier aspect. Après, ça veut pas dire que c'est passionnant, hein. Ça se trouve c'est extrêmement bien fait, etc. Mais du coup, j'ai du mal sur l'aspect esthétique. Mais je te laisse continuer. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais sur l'aspect. Parce qu'elle date quand même un petit peu maintenant. Là, je crois que le premier épisode, c'est 97. Donc ça date un petit peu quand même. Plus j'allais dire plus de 20 ans, mais voilà, je rectifie. Plus de 25 ans. Plus de 25 ans maintenant, ça commence un peu à dater. Et de premier abord, je dirais que la plupart des œuvres de science-fiction peuvent sembler triviales aux yeux des néophytes. Ça se comprend. Mais moi, je te l'assure, Zéoclo, je vais dire quelque chose, mais tout mon humanisme me vient de la science-fiction.
absolument tout. Pas toi, Ma Jack. philosophie me permet de comprendre des trucs, me permet de mettre des mots sur des pensées, me permet de formuler des idées et tout. Mais la capacité de la science-fiction de se projeter vers l'avenir et d'y voir du bien, tu vois, d'y voir le bien. Parce que c'est ça, même les œuvres les plus, disons, les plus dark, les plus sombres, pardon, les plus sombres, par exemple, comme des œuvres de anti-utopie ou dystopique, c'est une façon de voir du bien. Parce que c'est une façon Mais ça cherche l'humanité dans quelque chose de très froid, très calculé, très maîtrisé, en fait. C'est ça, quoi, en gros. Il y a toujours ce sursaut d'humanité qui revient malgré la technologie, le fait qu'on soit contrôlé au maximum, qu'on soit... Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, finalement. En fait, la science-fiction te permet... Parce que tu sais, la littérature, on peut la diviser en deux. Il y a ce qu'on pourrait appeler la littérature réaliste. Je sais pas, moi, je pourrais citer... Vu que vous êtes français, je dirais Les Misérables. Par exemple, voilà, c'est une œuvre réaliste. Okay. Et de l'autre partie, il y a des œuvres qu'on pourrait qualifier d'imaginaires. Imaginaire, je pense que le premier exemple qui me vient à l'esprit, peut-être ça sera Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Tu vois, c'est des œuvres imaginaires. Mais entre les deux, il y a quelque chose. Il y a des œuvres imaginaires réalistes. Et c'est ça. C'est exactement ça, la science-fiction. Donc elle prend des éléments du réel et elle va les extrapoler. Parfois même à la caricature, et parfois même, mais elle va les extrapoler, et généralement c'est dans le futur, c'est-à-dire elle se repose sur quelque chose que tu connais pour imaginer quelque chose. Parfois elle imagine une utopie, elle imagine une dystopie, mais c'est en faisant ce travail d'imagination que moi j'essaye, et je t'assure que c'est le cas, Zéo. Je pense que les plus grands écrivains de science-fiction, c'est exactement ça qu'ils font. Et pour permettre à l'être humain de se projeter et de voir quelles sont les erreurs qu'il peut éviter ou qu'il doit éviter. C'est ça. Donc, comme je te disais tout à l'heure, les œuvres de science-fiction prises séparément peuvent paraître triviales aux yeux des personnes qui ne connaissent rien. Mais pris en globalité, je pense réellement que ça représente le côté, ça représente même le salut de l'être humain. Le côté, c'est pas un fantasme. Si l'être humain doit être sauvé quelque part, c'est par les œuvres de science-fiction. Et donc, dans cette optique, Stargate, c'est une œuvre, déjà, il y a 3 séries de Stargate. Il y a Stargate SG-1, il y a Stargate Atlantis et il y a Stargate Universe. Et c'est pas la même série, tu vois. Les 2 premières, déjà, c'est plutôt familial. C'est plutôt bon enfant. La 3e, c'est un peu plus sombre. C'est de la pure science-fiction. Ça veut dire, et il y a plein de thèmes abordés comme ça. Il y a vraiment plein de thèmes. Par exemple, la technologie, comme tu as dit, le rapport de l'être humain face à la technologie, les questions de racisme, mais on les pourrait questions dire ça de Naruto. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas parce que justement tu as une affinité avec... Alors je vais dire, idéologie c'est peut-être pas le bon terme, mais tu sais, alors souvent c'est un délire un peu transhumaniste aussi qui est dans la science-fiction. Est-ce que tu as une affinité avec le transhumanisme? C'est une vraie question que je me pose par rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu parles de salut quand même de l'humanité? Je veux dire, est-ce qu'il y a un lien? Pas du tout Je parlerai pas de lien, mais je parlerai d'un intérêt, voilà, si je peux dire. Il y a un petit intérêt sur le sujet, quoi. Ouais. Comme des œuvres comme... le jeu vidéo là, Cyberpunk 2077, je crois qu'en français ça se dit comme ça. Voilà, un rapport, le rapport de la technologie quand elle intègre carrément le corps humain et pour l'augmenter, qu'est-ce que ça crée dans cette société? Est-ce qu'elle change les rapports? Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça diminue la justice sociale? Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais je comprends que les gens ne puissent pas trouver ça intéressant. Ça me dérange pas. Et par rapport à Naruto, je vais peut-être dire un truc, mais je n'ai jamais vu
1 minute de Naruto. C'est genre Donc, je tendance sais à dire que absolument Naruto, pas tu de peux quoi faire ça le parle. même tableau de ça décrit des trucs, le rapport à la technologie, avec la tradition, le racisme, pareil, tu vois, même l'esclavagisme ou des trucs comme ça va Ok. dépendre de quel sujet. Les enfants soldats aussi sur le côté Naruto. Et Jacques le Fou, c'est le frère arabe du docteur Alexandre, Laurent Alexandre. Non mais tiens, par exemple, Laurent Alexandre, t'en penses quoi sur l'aspect transhumanisme et tout? Tu l'as déjà entendu ou pas, Laurent Je connais pas. Alexandre? Non, je connais pas. Alors, c'est un urologue spécialisé. Oui, c'est un peu bizarre. C'est un urologue spécialisé dans le transhumanisme et du coup qui a écrit beaucoup sur le sujet, même le sujet de l'IA, je crois aussi, qui était pas mal intéressé là-dessus. Et du coup, ça aurait pu. Voilà. Donc, lui, il était intéressé sur Bah, ce point-là. je vais voir ça. Je vais voir ça. Comment je Laurent Laurent Alexandre. Alexandre, il est assez connu en France. Est-ce qu'il a écrit des livres ou... Il a écrit des livres, oui. Il a écrit des bouquins Ok. sur le sujet, je crois. Donc, normalement, tu devrais avoir pas mal de choses. Alors, Parce que là, je te le cache pas, au mois de décembre, je suis plus en mode Oui, tu te reposes, quoi. bouquin que... Oui, t'as pas envie de faire des Autre débats, chose. tout, exactement, je comprends bien. Et on me demande, tiens, ton avis sur le crédit social à la chinoise qui passe par la technologie. On reste dans la thématique. Et l'IA peut-être aussi, parce que voilà, le progrès. Ça, c'est un sujet, ouais, c'est un sujet intéressant et important. Moi, ça ressemble à une dystopie, voilà. Dans la forme, ça ressemble réellement à une dystopie. C'est-à-dire on va dire le score qu'on donne aux citoyens pour savoir s'ils doivent avoir accès à un crédit ou est-ce qu'ils peuvent voyager. Est-ce que ça c'est un point très important à prendre en compte dans le futur par rapport justement à la démocratie, parce que ça n'a jamais existé. Donc c'est un nouvel élément qui s'intègre ou c'est un nouveau paramètre à prendre en compte. C'est-à-dire cet aspect que la technologie, à quel point elle peut donner des outils de répression et des outils de contrôle complètement disproportionnés à un gouvernement. Parce que tu sais, à travers l'histoire, à chaque fois qu'un peuple décide de vivre, je le formule comme ça, parce que là je suis vraiment en train de traduire de l'arabe au français, donc la formulation n'est pas exacte, je m'en excuse d'avance. Donc à chaque fois qu'un peuple décide de vivre, donc décide de vivre dignement, il y arrive. Et quand je dis qu'il décide, ça veut dire une grosse portion de la population se révolte et il y arrive. Mais là, avec ce nouveau paramètre de la technologie qui offre encore plus de pouvoir au gouvernement et à sa domination et à sa tyrannie, voilà, disons les choses comme elles sont, j'ai peur que ça ne puisse plus être le cas. C'est-à-dire même si un peuple décide de vivre et de se révolter, peut-être que ça ne suffit plus. Et je ne sais pas, tu vois. Et ce qui me permettrait de répondre à ce genre de questions, eh ben, on va revenir, ben, c'est la science-fiction. C'est la science-fiction qui va me permettre de répondre et d'essayer de comprendre ce qui se passe en Chine, par exemple, et qu'est-ce qui pourrait se passer, comment ça va se dérouler. Est-ce qu'il y a moyen de se sortir de ce marasme? Est-ce que c'est impossible? Et ça, c'est grâce à la science-fiction. C'est aussi des œuvres de philosophie quelque part, hein, la science-fiction. Et j'ai vu dans le chat quelqu'un écrire faut pas mélanger science-fiction et anticipation. C'est une grosse erreur. Hein. L'anticipation, donc les œuvres d'anticipation, je donne comme exemple, je sais pas moi, 1984, voilà, 1984 de George Orwell ou Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est des œuvres d'anticipation. La science-fiction contient plusieurs thématiques. Et l'une de ces thématiques, c'est les œuvres d'anticipation. On est en direct été. Ça veut dire toute œuvre d'anticipation est une œuvre de science-fiction. Voilà. Je corrige juste cette petite erreur. Et du coup, t'as pas l'impression de vivre une époque un petit peu science-fiction, dans le sens où on commence à avoir des technologies assez incroyables, des IA qui vont bientôt bosser pour nous, parce qu'elles le sont déjà. Je veux dire, moi, des fois, elles font une partie de mes vignettes. Donc, comment tu vois un peu ce monde-là, du coup, en comparaison aux promesses de certains films? On les dépasse, des fois. Ouais. Non, mais sérieusement, c'est le truc de l'intelligence artificielle. Tu sais, je suis en train de travailler sur un truc.
Je pense que comme toi, j'utilise l'IA pour les vignettes, j'utilise pour plein de trucs. Mais là, je commence à utiliser l'IA pour rendre mes vidéos en anglais. D'accord. Et, et je t'assure que c'est incroyable, Zéoclo. Ça va coûter cher. Si tu veux, je t'envoie un petit truc que j'ai fait. Ouais, vas-y. C'est vrai que l'IA, j'ai une petite vidéo. J'ai tendance à beaucoup explorer ce qui se fait dessus. Là, je commence à l'utiliser un petit peu. C'est vrai que c'est juste incroyable. Enfin, vous faites des trucs de dingue dessus et tu te dis, bon, en fait, voilà, demain, ça fera le taf pour toi, quoi. Enfin, c'est en grande partie. En tous les cas, ça va t'alléger une grande source de travail, donc une grande charge de travail. Donc, effectivement, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Et les réponses sur le comment l'être humain va cohabiter avec l'intelligence artificielle, et ben ces réponses aussi vont se trouver dans des œuvres de science-fiction. D'accord. Tu vois, on revient toujours à ça. Bah, je pense que la science-fiction se base tellement sur des choses réelles que de toute façon, certains tombent juste. Je veux dire, par exemple, Minority Report, on l'a regardé l'autre soir avec ma femme. Alors, il y a des trucs qui vont pas dans le film, hein, forcément. Bon, bref, les scènes d'action qui servent à rien. Par contre, il y a des choses qui ont été anticipées qui sont très malines. C'est-à-dire, bon, bah, on arrive à. Alors, lui, il est sur un écran qui n'est pas tactile, hein, un écran à distance. Bah, ça existe en fait, ça maintenant. Ça commence à exister des écrans où en gros, vous avez une caméra qui vous prend. Et selon les gestes que vous faites, bah effectivement, ça va bouger les éléments. Et bientôt, normalement, c'est le charpentier qui m'envoie ça. C'est une petite caméra. Et je devrais être capable de zoomer, dézoomer avec ça, machin. Et que voilà, ça va me suivre et tout. Et ça, c'est déjà incroyable, quoi. Donc tu te dis, bon, il y a ce genre de choses qui arrivent. Et il y a des choses qui sont fausses, par contre, ou qui sont moins modernes que ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire que, tu vois, le truc de Minority Report, il fait ça sur un écran, par exemple, non tactile. Mais par contre, il a un gros clavier à l'ancienne, mais vraiment dégueulasse, avec des grosses touches des années 80. Tu fais, ah non, là, ça va pas du tout, tu vois. Genre, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, ils auraient pu faire un truc totalement lisse, une plaque en verre. Bim, 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 tac l'écran à distance, pas de soucis, ça marchait. Et c'est là où on se dit même que l'anticipation de certaines science-fiction n'imaginait peut-être pas jusqu'où on irait nous. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on n'imaginait pas possibles. Par contre, on nous fait nous téléporter, mais effectivement, on n'imaginait peut-être pas avoir des appareils qui seraient totalement lisses, sans aucune touche désormais, avec des sensations haptiques, etc. Donc, on arrive quand même à un truc qui peut-être va dépasser la plupart des trucs d'anticipation, à part sur des trucs incroyables et impossibles à faire physiquement. Mais c'est vrai que c'est fou, quoi. C'est complètement dingue. Et du coup, t'es bluffé de ça, toi, ou pas? Justement, je viens de partager avec toi une vidéo sur le chat du Discord. Tu me dis si c'est le bon endroit, sinon je l'envoie ailleurs. Eh ben attends, je vais juste la partager, tac, et je vais la mettre dans mon écran. Ok, je coupe mon mic. Tac, et je vais vous la mettre dans le Discord aussi, lecteur multimédia, hop là, et on sera pas tronqué, c'est pas grave, hop, et on va écouter ça tout de suite pour voir un peu, bah du coup, la traduction par l'IA de Jack le Fou. Needs to be thought. You're going to end up saying that a 50-year-old man can marry a 6-year-old girl. Ouais, puis en plus ça fait le labial, because quoi. that's what he said. Regardez bien le labial, c'est ça qui est fort, c'est... En gros, la qualité d'image est déjà pas ouf, hein. Ça reprend le labial quasi enfin, ça le reprend parfaitement, c'est même pas quasi, c'est en gros, on est sur Cyberpunk 2077, quoi, le labial qui est adapté à chaque langue et tout. Et la langue, effectivement, est extrêmement bien, voilà, c'est bien dit, c'est propre. Et regardez-moi ce labial de malade, quoi, c'est-à-dire qu'en gros, les lèvres suivent, et on voit pas trop on voit pas de cache, quoi. Year-old man can marry a 6-year-old girl. Et on voit bien vraiment les effets de la bouche, genre comme s'il était... Enfin vraiment, il y a le côté, genre comme s'il y avait la langue et tout qui... C'est assez ouf. Hein. Because that's what he said. Et on voit la langue en plus, ça qui est rigolo. 2023 don't say that. In 2023... Et le pire, c'est qu'on voit la langue. C'est ça le pire en fait. Regardez, ça adapte la qualité d'image. On voit la langue. Avant, on voyait plus la langue. Avant, on voyait pas forcément les dents, ça bougeait les lèvres, mais c'était juste les lèvres. Maintenant, on voit les dents, on voit la langue derrière. Ça, c'est des détails à la con. Mais c'est ce qui donne du réalisme. C'est-à-dire que là, j'aurais pas pu voir que c'est une IA, je pense. We know that the earth is not flat. We know it's the earth. Si, allez, on le voit à la limite quand il baisse la tête, qu'il la relève. Il y a peut-être vite fait un micro chouïa problème d'échelle. That revolves around the sun, not the other way around. And we know we can't let the 50-year-old Et encore, c'est difficile, c'est vraiment imperceptible. man. Je suis même pas sûr que ce soit vrai en fait ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, c'est parce que je cherche des détails, mais en vrai, c'est incroyable. Parce que tu le savais que c'était une IA. Oui, parce que je le sais. Après, si, on le voit là, par exemple, là sur la fin. Regarde, là sur la fin, quand ça bouge les lèvres. Ouais, sur la fin. Voilà, il y a un petit truc, il y a un petit décrochage. Mais en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est les lèvres. Voilà, on voit que les lèvres sont peut-être un peu plus épaisses, il y a un petit effet un peu bizarre, mais c'est un truc de malade, quoi, les gars. Et la voix est respectée aussi. Alors, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, en voyant ça? C'est une diablerie, ça, c'est de la sorcellerie, là.
Bah moi j'en pense que c'est un formidable outil, vraiment, c'est un formidable outil. C'est-à-dire que là, et ça se voit qu'ils sont encore en train de s'améliorer. Mais je te cache pas que moi je me suis déjà abonné et tout pour, Ouais, pour travailler avec. Ben, justement, je me dis qu'il y a déjà des petits passages comme ça en français. Ben, je les fais passer en anglais. Mon anglais n'est pas aussi parfait que celui de l'intelligence artificielle. En plus, il y a un accent british. J'ai choisi l'accent british, que j'adore, que je préfère sur l'accent nord-américain. Et c'est aussi, tu peux le faire en anglais, tu peux le faire en espagnol, tu peux le faire en portugais, tu peux le faire en n'importe quelle langue. Et moi, pour moi, c'est une révolution. C'est un formidable outil. Mais vraiment, c'est un formidable outil pour à utiliser. C'est pas quelque chose qui va en tout cas pour cet outil-là, je le ressens pas comme quelque chose qui va me remplacer ou quelque chose comme ça. Au contraire, quelque chose qui va me permettre peut-être d'avoir une autre dimension. Et une autre audience. Et il y a plusieurs intelligences artificielles comme ça. Tu payes pour ça ou c'est gratuit? T'as trouvé un truc gratuit? Parce que normalement c'est Agen qui fait ça, mais c'est très cher, je crois. Non, pour le truc gratuit, je crois que ça dure moins de 1 minute à peu près. Ouais, donc c'est très court. Et c'est pas à volonté, on va dire ça. Et c'est combien du coup l'abonnement? Ça me questionne, mais je sais que c'est cher en vrai. Hein, je sais plus. Vraiment, je sais plus. Ouais, je vais regarder. Je me suis abonné à quelques. Je me suis abonné. C'est pas la seule intelligence artificielle auquel je me suis abonné. Et j'imagine que toi non plus. Bah moi j'ai pas encore d'abonnement à ChatGPT 4 encore. En fait j'aimerais bien parce que je sais qu'il y a des trucs de fou à faire. Agen c'est le truc qui traduit. J'aimerais bien pour les interviews en fait. Ça c'est un truc je me dis bon ce serait cool. Mais je crois que c'est très très cher. On m'a dit c'était le prix d'une couille quoi. Donc pour l'instant j'en ai pas les moyens. Mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant pour les interviews par exemple pour qu'elles puissent être diffusées dans d'autres langues et que ça puisse être accessible à tout le monde. Mais c'est pas parfait, hein. C'est pas encore parfait. Et ça va être avec le temps, de toute façon, faut laisser un peu de temps là. C'est dans 1 an ou 2, je pense on frôlera pas la perfection, mais pas loin quoi. Je pense moins qu'un an ou 2. Sérieusement, je pense pas. Je pense que ça va très vite. Je table sur ça. Je table sur le fait que ça va être moins que ça. C'est vrai que ça va très très vite. Et alors du coup, toi, tu penses qu'on va aller jusqu'où avec ce genre de tech? Comment tu vois un peu les choses par rapport à ça? Quel est ton... En fait, il y a deux volets. Il y a deux volets. En fait, il y a un côté problématique, il y a un côté, comme je t'ai dit, que ça peut être un formidable outil. Mais le côté problématique, c'est pas là où tu penses, Zioclo. Parce que tu sais, des révolutions comme ça, des révolutions techniques, il en a existé. Ouais. C'est pas la première fois que l'être humain fait une révolution technique, c'est-à-dire la révolution industrielle en est un exemple parfait. Mais moi, j'ai peur de ça, dans le sens où cette révolution, par exemple, de l'intelligence artificielle, se concentre sur quelques pays. Et toujours les mêmes, qui sont déjà plus avancés que les autres pays. Et c'est eux qui prennent le lead, et c'est eux qui sont en train d'avancer, mais de manière très impressionnante dans cette intelligence artificielle. Donc, ils vont laisser, encore une fois, derrière les pays, disons, de tiers-monde, ou je ne sais pas comment les appeler. Donc, ça va encore créer un autre gouffre pas de technologique, mais oui, un autre gouffre et social aussi. Du coup. Exactement, c'est exactement ça. Donc, moi, la problématique, je la vois plus par rapport à ça. C'est-à-dire le décalage entre les pays développés et sous-développés va s'accentuer encore plus. Est-ce que ça va pas amener, au contraire... Ça n'est jamais bon. Ouais, mais regarde, avec Internet et le téléphone portable, après, au niveau des pouvoirs, c'est encore autre chose, mais au niveau des personnes, des individus, j'ai l'impression que pas au niveau des personnes. Au niveau réellement de la maîtrise de la maîtrise et du pouvoir. La maîtrise de la technologie et de la technique et du pouvoir. Je pense qu'il y a un gouffre qui est encore, il est en train de se créer entre les pays développés et sous-développés. Et comme je t'ai dit, ça n'annonce rien de bon de ce côté-là. D'accord, donc ça c'est une crainte que tu as réellement en disant bon ça pourrait être détourné de l'usage qu'on pourrait en faire nous et être défavorable effectivement aux populations les plus défavorisées finalement et mises de côté quoi. Il y a une question qui revient depuis que tu es venu la première fois, je la vois passer, elle est spammée donc je vais la poser quand même. Est-ce que tu connais
le travail du grand, du très respecté en France. Après, ça dépend par qui, parce que certains disent qu'il est antisémite, mais c'est pas forcément vrai. Mais bon, le pauvre Étienne, il est pas bien, il en a marre. Étienne Chouard. Et merci à Julien de son don, je te rajoute dans la cagnotte. Est-ce que tu connais Étienne Chouard et qu'est-ce que tu penses de son travail si tu le connais? Non, désolé. Tu connais pas, voilà. Donc bah voilà, vous n'aurez pas. Vraiment... Il y en a les persuadés que tu connais, quoi. Bah ouais, alors il est très connu Étienne Chouard, hein. Lui c'est quelqu'un, alors maintenant il est devenu très anti-vax, façon de parler, c'est quelqu'un qui est très connu pour le vote, comment dire, le vote au hasard, tu sais, pour la démocratie en fait, donc une démocratie avec le RIC, il a favorisé le vote le au RIC. hasard. Le hasard, c'est comment? C'est déjà, c'est pas au hasard, c'est, est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est le vote... si, c'est au hasard, quoi. Tu prends voilà, des gens de la population et tu dis, voilà, on va piocher, c'est lui. L'élection au tirage au sort. Oui, c'est au hasard, au tirage au sort, c'est ça. Tirage au sort. Ok. Donc, Pardon, comme à la Grèce, voilà, comme à la Grèce antique. Exactement. Et lui, il est persuadé que ça pourrait faire une vraie démocratie et qu'il faudrait faire ça et qu'en gros, on écrive nos textes de loi, qu'on soit tous concernés, voilà, un petit peu voilà, à l'ancienne. Intéressant. Je vais voir ses arguments. C'est un point de vue et moi, je lui avais atypique un petit peu. Moi, je lui avais dit que c'était un peu utopiste, me semble-t-il, parce que bah, ça se limitait, enfin, surtout aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il propose, le tirage au sort, même d'écrire les lois, c'était, je sais plus pourquoi, j'en étais venu à lui dire, ouais, mais c'est pas une vision un peu utopiste. Lui, il considère que non. Oui, le référendum d'initiative populaire aussi, c'est lui, c'est-à-dire en gros, voilà, le RIC. Alors ça, oui, ça, pourquoi pas, en vrai, c'est pas bête, mais par contre, écrire les constitutions nous-mêmes dans des bureaux entre militants et que ça sorte jamais de ce bureau, ça sert à rien, quoi, enfin, c'est bien de comprendre les lois, ok, de se mettre en RP, mais voilà, tu fais ça une fois, tu fais pas ça 10 fois, enfin, je sais pas. Donc, revenir réellement à la démocratie athénienne, on va dire. Parce que tu sais, à la Grèce antique, il y avait deux pôles, on va dire ça, qui se sont d'ailleurs affrontés dans les guerres de Péloponnèse. Il y a la démocratie athénienne et il y avait la cité-État de Sparte. Et contrairement à ce qu'on pense, je pense que les gens connaissent Sparte. J'ai vu 300. Tout le monde a vu le film. J'ai vu 300, je connais bien, hein, je connais l'histoire de la Grèce. Donc... Mais disons que Sparte n'était pas une démocratie. Voilà, pour faire simple. Il y avait des castes. Ils avaient deux rois. Ensuite, il y avait les Spartiates eux-mêmes, donc les guerriers. Je crois que c'était 10 000 à peu près. Ensuite, il y avait les Homoi. Ensuite, il y avait leur esclave, donc les cités-États qui étaient adjacents à Sparte. Donc, c'est pas réellement une démocratie. Et le truc, c'est que les démocraties actuelles s'inspirent, contrairement à ce qu'on pense, s'inspirent beaucoup plus par rapport au système de gouvernance, s'inspirent beaucoup plus de Sparte que d'Athènes. Et pour ceux qui douteraient de ce que je dis, je les inviterai à lire les écrits de ce qu'on appelle les pères fondateurs des États-Unis. Je ne sais pas si c'est un terme que les Français connaissent ou pas, mais ici en Amérique du Nord, c'est quand même... les pères fondateurs, c'est extrêmement important aux États-Unis. C'est extrêmement important, voilà, c'est vraiment extrêmement important. C'est les pères fondateurs, ils en parlent quand tu vas même à l'université, des fois on dit... Alors les pères fondateurs, en gros, c'est la pierre angulaire qui a permis de bâtir l'Amérique et tout, machin. Et les pères fondateurs, c'est quand même ceux qui ont posé les fondamentaux aussi, c'est vrai, pour faire l'Amérique de ce qu'elle est aujourd'hui, hein, avec sa grande histoire. Donc. Et ils le disent clairement, qu'ils s'inspirent de Sparte. Parce que c'est quand même une cité-État qui a pu être stable et rester en état pendant plusieurs centaines d'années. Et ça, c'est très, très intéressant quand tu es un gouvernant qui essaye d'établir un système de gouvernance. Donc la stabilité qu'a pu mettre en place Sparte, ça peut être inspirant quelque part. Mais la capacité d'adaptation d'Athènes, ça peut aussi être inspirant. Donc c'est un mélange, on va dire, entre les deux. D'accord, donc ils assument ce modèle-là, je savais même pas, tu vois, honnêtement, ça c'est un truc que j'avais pas en notion. Et autre question, du coup, toi, est-ce que tu penses que c'est un modèle favorable ou pas? Il y a des gens qui pensent que t'es pour un modèle américain. Il y a un jeune garçon qui s'appelle Bad Mulch,
que j'aime bien malgré tout. Mais un peu bébête, des fois, un peu limité, mais que j'aime bien. Et du coup, il dit, ouais, mais Jack le Fou, de toute façon, ça se voit, il est pour un modèle à l'américaine de liberté d'expression. De toute façon, il comprend pas, il y a deux libertés. Il y a la liberté qui prive, il y a la liberté qui donne. Mais vaut mieux empêcher quelqu'un de dire un discours homophobe parce que, ou un discours antisémite, parce que tu avais dit, oui, moi je t'encourage à pouvoir dire ce que tu penses, et là, il disait, oui, mais il comprend pas que si jamais tu dis un discours antisémite, bah du coup, ça empêche les gens de vivre, en gros. Donc, est-ce que tu es pour un système à l'américaine de liberté d'expression totale? Et pourquoi, si c'est le cas? Voilà. Est-ce que tu l'as paraphrasé? Il a réellement dit ça parce que... Alors, je grossis un petit peu, je paraphrase, j'avoue. Mais c'est pas loin quand même. Je pourrais te répondre à toi et finalement, c'est pas à lui que je réponds. Alors, si tu veux... Attends, je vais essayer de te montrer un extrait. Regarde, on va essayer d'être honnête intellectuellement et je vais vous montrer un extrait de Mulch. Non, mais si tu me dis c'est ce qu'il a dit, moi je te fais confiance. Je paraphrase en partie, mais en vrai, en gros, pour faire clair, il a dit que tu confondais deux concepts dans la liberté d'expression, celle qui prive, du coup, enfin, de la liberté, celle qui prive, qui est privative au niveau des lois, par exemple, et celle qui donne des libertés, voilà, et que le fait de dire que tu es pas contre la loi Guesso, mais par contre que tu peux encourager, par exemple, quelqu'un d'avoir des propos homophobes ou antisémites en disant je t'autorise à t'exprimer là-dessus parce que, enfin, je t'encourage à t'exprimer là-dessus parce que comme ça permettra aux gens d'avoir connaissance de ton discours et toi de le challenger pour te rendre compte si t'as raison ou tort. Et là, du coup, il dit non, ça c'est une erreur intellectuelle. Il confond le fait d'imaginer déjà qu'on va pouvoir débunker toutes les idées politiques, etc. de quelqu'un et donc du coup de le laisser s'exprimer dans la sphère publique, c'est peut-être dangereux. Et à l'inverse, empêcher par exemple, alors lui il donnait l'exemple du meurtre, il disait si t'empêches les gens de tuer, et bah effectivement il y aura moins de morts. Et du coup, bah tu peux pas autoriser les gens à se dire des discours homophobes, sinon ça va créer plus d'homophobie. Et voilà, on est sur un raisonnement un peu comme ça, et du coup, comment tu perçois ce genre de discours qu'on pourrait te tenir, et je vais peut-être passer un passage au pire après pour justement alimenter cette question. Mais déjà comme ça, quel est ton avis? Après je te passerai un petit extrait pour que tu puisses avoir vraiment son propos. Non, pas besoin de passer un extrait. Non, je pense qu'il a pas... Si c'est ce qu'il a dit, bien sûr. Ouais. Je pense qu'il n'a pas vraiment compris ce qui était les libertés et les droits. Par rapport à la liberté d'expression, parce que ta question c'était sur ça, oui, effectivement, je me sens beaucoup plus proche de la conception de la liberté d'expression qui est par exemple au First Amendment de la Constitution américaine que celle qui est pratiquée ou limitée en France. Parce que toutes les libertés d'expression, donc la liberté de s'exprimer, aux États-Unis, c'est plus clair. On dit free speech, donc la liberté de discourir, ce qui englobe beaucoup plus que la liberté de s'exprimer. C'est une petite nuance, mais parfois elle a son importance. Voilà, la liberté de discourir, mais en français ça passe mal. Donc on va dire la liberté de s'exprimer. Elle est toujours limitée. Et contrairement à ce que les gens pensent ou croient, il y a beaucoup de limites à la liberté d'expression, même aux États-Unis. C'est juste qu'en France, il y en a plus. Et d'ailleurs, la dernière fois, on en a discuté je crois que la loi, toi et moi, de la loi Guesso, ou alors c'était pas avec toi, je me rappelle plus. C'est avec toi, ok. Alors, par exemple, c'est une limite. Par exemple, ça, c'est une limite qui existe en France, mais qui n'existe pas aux États-Unis. Mais c'est une limite qui pourrait s'expliquer, peut-être historiquement parlant, parce que quand même, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas très loin chronologiquement. Je sais pas, ça peut quelque part s'expliquer ou se comprendre. Mais dans les faits, c'est une limite qui existe en France, qui n'existe pas aux États-Unis. Ok, t'es en train de me montrer, c'est lui et Bad Mulch. C'est ça. Ok, j'aimerais... L'extrait dure combien de temps? Parce que là... il dure un peu longtemps, mais je peux te montrer juste un petit passage au début, où voilà, il y a un peu l'essentiel de son propos, il me semble. Et comme ça, tu pourras voir, voilà, tu auras une petite teneur de son propos. Alors, attends, je suis obligé de l'écouter sur YouTube. D'accord, ok. D'accord. Bah, je te laisse écouter sur YouTube. Et je te laisse écouter sur YouTube et on va écouter un tout petit passage donc de Bad Mulch. Et ensuite, Jack le Fou va lui répondre.
C'est parti. Badmulch, il va être content. Badmulch, là, allez, je te fais un cadeau quand même, Badmulch, je suis sympa. Faites des dons pour faire rager Badmulch et en même temps, ça lui fera plaisir. Et comme ça, il pourra faire une cagnotte de fin d'année avec un nouveau kiki, etc. Il pourra enfin s'exhiber. C'est parti, on écoute Badmulch sur... On va écouter juste ce petit passage où il y a Jack quand même qui dit ce qu'il dit pour qu'il y ait le contexte. Et voilà, c'est parti. Parfait. Bien sûr. Je te dirais encore mieux que ça. Si c'est le cas, si tu détestes l'homosexualité, je t'encourage à le dire. Je t'encourage à le dire. Parce que la meilleure façon que l'être humain a de savoir s'il se trompe ou pas, c'est de clamer ce qu'il pense. Et là-dessus, moi, je suis d'accord avec lui dans le sens où même ça permet aux gens de s'exprimer, ça permet aux gens donc du coup de dire ah bah moi je pense ça et tout, t'auras des gens qui vont lui dire qu'ils sont pas d'accord, qui vont exprimer des arguments, qui vont peut-être étayer justement ces arguments pour que le gars se dise ah peut-être que, alors déjà d'une je présente pas les choses, j'arrive pas à me faire comprendre, donc il va peut-être être obligé de se remettre en question sur déjà comment il présente les choses, et peut-être qu'au bout d'un moment il pourra aussi se rendre compte des fois que ses raisonnements sont faux, et après s'il veut rester sur sa ligne, ça le regarde, mais ça permet quand même de faire avancer les gens, et moi je connais des gens qui étaient effectivement soit racistes, homophobes et tout, mais le fait de confronter à beaucoup de discours etc, ça les a pas rendus forcément moins racistes, homophobes, par contre ça les a fait changer sur comment ils abordent ça, et voire même des fois, ça les a adoucis quand même sur le sujet, parce qu'en vrai, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas si malin ou machin et tout. Il doit dire... Ah, ok, bon. En vrai, ça c'est une incompréhension assez commune sur le concept de liberté d'expression. Quand on parle de liberté, il faut vraiment considérer deux formes de liberté. Ouais. La liberté négative et la liberté positive. La liberté négative, c'est est-ce que tu es empêché de faire quelque chose. Par exemple, le meurtre illégal, vous n'avez pas la liberté de commettre des meurtres, d'accord? Mais par exemple, vous pouvez avoir la liberté de posséder un logement et de gagner assez d'argent pour payer ce logement, pour payer la nourriture, Mais si ça lui fera plaisir que j'ai des dons, arrêtez les copains, ça le fait rager sur Twitter, moi je pense que c'est du plaisir pour lui. Et plein de choses dans votre vie qui vous rendent confortable. Vous pouvez avoir cette liberté-là, mais dans les faits, ne pas pouvoir effectivement le faire. Par exemple, si vous n'êtes pas suffisamment rémunéré, ou par exemple si vous n'arrivez pas à trouver un emploi parce que les conditions du marché sont défavorables. Les gens pourraient regarder la loi et dire, regardez, techniquement, vous avez totalement le droit d'aller prendre un emploi, de gagner de l'argent, et comme ça, d'avoir un bon niveau de vie. Le truc, c'est qu'en fait, la liberté c'est pas un droit, là, ce qu'il est en train de dire. Là, il confond des choses. Là, il confond des situations, des contextes avec la liberté. Du coup, c'est pas une liberté d'avoir le droit d'être confortable dans sa vie, quoi. Ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir appliquer concrètement vos droits et les réaliser, d'accord? Il suffit pas que les droits soient mis sur papier. Il faut aussi que dans la vraie vie, dans votre vie de tous les jours, vous puissiez en effet jouir des libertés et des droits. Et là, on arrive sur le propos de Jack qui est critiqué. Que vous avez. Donc par exemple, le concept de liberté d'expression. On est libre de dire ce qu'on veut, d'accord? Liberté d'expression. Il y a déjà une limite à ça qui est très très claire dans la loi. Et ça, c'est pas juste la loi française, c'est vraiment la loi dans tous les pays qui ont un système légal, un minimum de système légal, d'accord, depuis très 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 longtemps. Dans la liberté d'expression, on dit que, par exemple, menacer de mort les gens ne fait pas partie de la liberté d'expression. Je vais même pas aller sur le truc de l'homophobie est un délit en France et ça rentre pas dans le cas de la liberté d'expression, parce qu'il y a d'autres pays où, par exemple aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes lois que la France là-dessus. Vous pouvez exprimer plus facilement des avis racistes, des avis homophobes et ce genre d'avis aux États-Unis qu'en France. Donc toute l'idée, donc d'abord, est-ce que... Si vous voulez, je fais comme Badmulch, je propose à la moitié de la cagnotte, je me fais teindre les cheveux. Après, comme ça, je peux aller chez le coiffeur et retrouver une coupe normale. Mais voilà, si vous voulez, à moitié de la cagnotte, j'ai les cheveux roses. Voilà, on s'arrange si vous voulez. Voilà, je fais cette promesse. Moitié de la cagnotte, cheveux roses. Pendant une semaine. Voilà. Ouais, je me suis engagé, c'est trop tard. Est-ce qu'une personne homosexuelle est plus libre de s'exprimer ou moins libre de s'exprimer dans une société qui tolère les propos homophobes régulièrement? Alors c'est pas la même chose une société qui tolère des propos homophobes que le fait de pouvoir les exprimer et du coup d'être contredit, etc. machin, tu vois. Alors ça va être fait, oui, effectivement. Bah vu la cagnotte là, t'inquiète pas que ça va être fait après-demain ou plus tard, parce que demain, là, à mon avis, avec la journée d'aujourd'hui, ça va être compliqué de tout faire, parce que je dois bosser aussi demain pour le live de demain soir, etc. Mais par contre, jeudi, je n'aurai point d'excuses, et là, je vais me bouger le cul pour les tasses, et j'ai pris quelques adresses déjà pour les envoyer. Donc certains vont les recevoir, ils le savent, mais ne dites rien dans le chat, s'il vous plaît. Et comme ça, bah voilà. Et eux, quand ils les auront reçus, ils pourront vous le dire, et ainsi, il y aura les autres prochains qui suivront derrière, et ainsi de suite, etc. Et là, ça y est, ça va commencer enfin, parce que je suis rassuré que j'avoue que cette cagnotte, bah, ça fait du bien au cœur et que ça soulage et que je me dis je suis plus dans la merde. On écoute la fin.
Par exemple, imaginez un contexte, imaginez, j'en sais rien moi, une école qui autorise les propos homophobes. Et en fait, il se trouve que y a beaucoup de gens dans cette école, élèves, professeurs, etc., qui en fait sont homophobes. Situation hypothétique, point de départ, d'accord? Et il s'avère que il y a beaucoup de propos homophobes qui s'échangent au sein de l'école. Il y a des profs qui vont dire des trucs homophobes dans la salle de classe, les élèves vont s'insulter d'insultes homophobes, enfin voilà, il y a de l'homophobie dans l'école. Est-ce que dans une telle école, une personne homosexuelle se sent à l'aise de s'exprimer et d'être libre de s'exprimer comme ils veulent, donc la liberté d'expression? En fait, non. En fait, le fait qu'il vit dans un contexte où les propos homophobes sont exprimés sans limite, etc., réduit en fait sa liberté d'expression à lui. Par exemple, il est pas libre de dire, si c'est un homme, moi j'aime les hommes, moi je suis attiré par les hommes, etc. Il se sent pas libre, par exemple, de dire des choses comme ça, ou de montrer, ou de vivre sa vie. C'est même pas liberté juste d'expression, c'est aussi liberté d'action, liberté d'association, liberté de relation, etc. Tout ça est... Et là, on peut à la limite lui accorder ce point-là, mais on va voir après ce que va répondre Jack. Empêché par quoi? Ou réduit par quoi? Par le fait qu'on autorise ce genre de propos. Et ça, c'est la liberté positive. Et là, c'est pas forcément vrai. Là, c'est plus lié à la loi qui ne punit pas ce genre de propos si jamais ils sont... Voilà, enfin, mais bon, on va voir après la réponse. C'est est-ce que dans les faits, tu peux réellement jouir de ta liberté d'expression qui est censée être la tienne sur le papier? Parce que sur le papier, il n'y a pas écrit « les homosexuels dans cette école ne peuvent pas s'exprimer ». Il n'y a pas écrit ça. Il n'y a pas écrit « ils peuvent pas se tenir la main, sortir ensemble ». Dire publiquement qu'ils sont homosexuels, c'est pas interdit, d'accord? Sauf que dans les faits, en fait, il y a des restrictions à ça de par le contexte matériel dans leur quotidien, dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que si on... Dites-vous qu'il a monté cette vidéo quand même. Il a cuté les passages normalement inutiles. C'est voilà. Jack, je pense que là on a fait le tour. Je vais lui laisser finir, mais là je pense qu'on a fait le tour du propos. Donc Jack va revenir quand il aura les 30 secondes de décalage qui arriveront à lui, qu'il saura qu'il peut prendre la parole, et on va l'entendre répondre du coup à notre cher Ban Mulch et voir ce qu'il en est par rapport à la liberté d'expression et la loi, parce que c'est peut-être deux choses différentes quand même. Jack, c'est à toi. Merci. En fait, j'ai relevé trois incohérences et 3 misconceptions. Je sais pas si ça se dit en français, je suis désolé. On peut même dire disaster conception, il n'y a pas de souci. Je comprends. Okay. Je comprends bien. Mes incompréhensions. Enfin, il y a un problème de logique, quoi. Ouais, très. En fait, par rapport à la première critique qu'il m'a faite, quand je dis aux personnes qui pensent, hein, ou qui ont des idées homophobes ou antisémites, ou d'ailleurs dans la vidéo qu'il montre, je vais beaucoup plus loin. Je dis, si tu détestes les Noirs, ou tu détestes les Algériens, ou si tu détestes les Arabes, je t'encourage à le dire. C'est ça. Tu vois, je vais après, vraiment jusqu'au bout. Tu parles de la loi Guesso, etc. T'expliques pas mal de choses en fait. T'es quand même assez complet. En fait, là, je pense que comme tu l'as bien expliqué toi, et je suis assez d'accord avec toi, c'est là où tu comprends que si tu réprimes la personne dans sa pensée, comment elle va arriver à changer d'avis ou du moins à atténuer un petit peu le truc. Ça veut dire, si tu l'empêches de s'exprimer, comment elle va savoir qu'elle a tort ou qu'elle n'a pas raison? C'est impossible. Au contraire, et si tu commences à réprimer sur un sujet bien précis ce genre de discours, il y aura toujours des personnes qui, eux, prendront le risque de dire ce qu'ils veulent par rapport à ce sujet-là, par exemple par rapport à l'homophobie, ou par rapport à l'antisémitisme, ou par rapport à plein de choses, et qui vont être forcément réprimés par la loi parce que la loi l'interdit, et qui vont avoir un certain statut de martyr, et même un certain statut de leader face à ces personnes-là, et qui vont se dire, finalement, elle est réprimée, finalement, c'est parce qu'elle a raison. Tu vois le truc, ça crée toujours un effet contraire. Et aussi, je me repose sur la liberté d'expression, elle a plusieurs définitions. Vraiment plusieurs définitions. Et l'une des définitions que j'aime bien, c'est celle de Oscar Wilde. Je ne sais pas s'il est connu en France, mais... On connaît, ouais. Il n'aime pas trop les fils de pute. En Amérique. Mais oui, en Amérique du Nord, il est quand même assez connu. Donc Oscar Wilde disait que la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. Réellement, c'est ce qu'il dit. La liberté d'expression, c'est ta liberté ou c'est ton droit
pour passer pour un con. Parce que c'est là où tu vas dire ce que tu penses. Ça, c'est par la première confusion que je pense qu'il ne comprend pas. La deuxième chose, il parle de deux types de liberté et tout. Bah, ça n'existe pas. Voilà, parce on va parler en termes philosophiques et même en termes juridiques. La loi ou les libertés et les droits, parce que liberté, dans le sens philosophique, dans le sens commun, c'est ce que tu peux faire. Tout simplement, ce que tu peux faire. Je peux aller là-bas, je peux manger ça, c'est-à-dire j'ai la liberté de faire ça. Mais en termes juridiques, ça n'a aucun sens. En termes juridiques, on transforme cette liberté en droit. C'est-à-dire ce que tu as le droit de faire. C'est-à-dire ce que la loi te permet, ne te l'interdit pas. Et dans ces termes-là, des libertés et droits, ça se divise en deux. Mais pas du tout la division que lui a donnée. Parce que sa définition à lui, je le dis, Zéoclo, ça n'a aucun sens. Parce qu'il faut les diviser en termes juridiques ou philosophiques, on appelle ça liberté-créance et liberté-droit. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire il y a des droits et libertés qui sont des libertés-créances et il y a des droits et libertés qui sont des libertés-droits. Je te donne un exemple. Par exemple, en France, un citoyen français, il a le droit, si tu veux, il a le droit d'être instruit de 6 ans jusqu'à 16 ans, je sais pas. Je donne des chiffres, mais si je me trompe sur les chiffres, vous me corrigez. Mais sinon, il a le droit. Chaque citoyen français, de 6 à 16 ans, il a le droit d'être instruit à l'école. Et cette liberté-là, c'est une liberté créance. Ça veut dire que c'est à l'État de fournir toutes les infrastructures qui permettent à ce citoyen de jouir de ce droit. Je crois que c'est jusqu'à 16 ans d'ailleurs, l'école obligatoire. Elle doit construire. Voilà, elle doit construire des écoles, elle doit former des professeurs, elle doit mettre en place des programmes, elle doit donner aux citoyens le moyen de jouir de ce droit. Parce que c'est une liberté créance. Par contre, une liberté de droit, et là, la liberté d'expression s'inscrit beaucoup plus dans la liberté de droit. Tout ce que l'État a à faire, c'est de ne pas t'empêcher de jouir de ce droit. Tu vois, dans la liberté de créance, c'est elle-même qui doit te donner les moyens, les infrastructures pour jouir de ce droit. Et les libertés de droit, tout ce qu'elle a à faire, c'est de ne pas t'empêcher. Pour faire une analogie, pour que les gens comprennent, il y a la liberté de circulation en France. Ça veut dire une personne, un citoyen français, il a la liberté, s'il habite Paris, d'aller à Marseille, par exemple. C'est son droit, c'est sa liberté. Mais est-ce que c'est à l'État de lui acheter un billet d'avion ou un billet de bus ou lui réserver un taxi? Non. C'est pas à l'État de lui fournir les moyens de jouir de ce droit. L'État ne doit pas l'empêcher de jouir de ce droit. Donc, elle ne doit pas l'empêcher de partir de Paris à Marseille pour aucune raison valable et pour aucune raison valable. Donc, c'est dans cette optique-là que la liberté d'expression s'inscrit. Et la liberté d'expression, en termes juridiques, c'est toujours par rapport aux espaces publics. Je répète, aux espaces publics, quelles sont les limites que l'État met dans l'espace public? Quelles sont les libertés, les limites que l'État met dans l'espace public? Il y en a plusieurs. Parce que lui, il a cité un exemple, si mes souvenirs sont bons, il a dit, tu n'as pas le droit d'appeler au meurtre de quelqu'un. Oui, c'est une limite, c'est l'une des limites. Mais il y en a plusieurs. Même aux États-Unis, il y en a plusieurs. D'ailleurs, celui d'appeler à commettre un meurtre et tout, aux États-Unis, c'est même pas considéré comme une parole, c'est considéré comme un acte. C'est-à-dire au tribunal, tu es condamné pour un acte. A call to act or call to violence. Tu vois, c'est vraiment, tu n'es même pas condamné parce que tu as dit quelque chose, c'est considéré que tu as fait quelque chose. Et sinon, tu peux pas, je sais pas moi, il y a plein d'exemples. Tu peux pas faire la promotion de la pédophilie, tu ne peux pas faire la promotion de produits qui tuent, tu ne peux, ça ne manque pas, les limites, ça ne manque pas. Et tout ça, c'est dans l'espace public. Je répète, dans l'espace public, dans les espaces privés ou dans les espaces spécifiques, c'est une autre définition qui rentre en compte. Parce que lui, il a pris l'exemple de l'école. Mais l'école, c'est l'école.
On n'est plus exactement dans l'espace public. C'est-à-dire quelqu'un qui va, un élève qui va à l'école, il va pour une raison bien spécifique, celle d'apprendre, celle d'être instruit, celle justement de recevoir le programme que l'État a mis en place. Donc c'est normal de dire, dans ces écoles-là, on va pas permettre l'insulte homophobe, par exemple. C'est normal, parce que on n'est plus réellement dans l'espace public. Par contre, dans l'espace public, c'est autre chose. Et même dans l'espace public, quand on dit un discours homophobe, tu vois, le mot discours ici prend tout son sens. Alors que si tu insultes, par exemple, quelqu'un, c'est protégé par la liberté d'expression. Je le dis, hein. Quand tu insultes quelqu'un, c'est protégé par la liberté d'expression, mais jusqu'à un point. Ça veut dire si ton insulte a un but derrière, celui de provoquer une bagarre, c'est-à-dire que tu parles avec la personne, si elle a un but de provoquer une bagarre, un juge peut te condamner pour ça, même si l'insulte est protégée par la liberté d'expression, qu'elle soit raciste, qu'elle soit homophobe, qu'elle soit n'importe quoi. Si dans le tribunal, on arrive à prouver, c'est-à-dire je sais pas moi, le procureur ou je ne sais pas, arrive à prouver que ton insulte avait pour but de provoquer une bagarre, tu vas être condamné. Mais si on n'arrive pas à prouver qu'elle avait pour but de provoquer une bagarre, c'est protégé par la liberté d'expression. Et de ce côté-là, oui, je le répète, je me reconnais ou je vois plus l'utilité des limites posées à la liberté d'expression dans un système américain, donc le First Amendment, que comme il le voit lui, parce que ça n'a plus aucun sens. Je dirais que ce genre de vision, c'est celle qui consiste à... Je dirais que ça s'inscrit dans le paternalisme, Zioclo. Ça veut dire, on sait mieux que les autres ce qu'ils peuvent dire ou pas. Ça veut dire ce bad mulch, par exemple. Je suis sûr, bon, je pense, hein, peut-être que je me trompe, mais j'avoue que sur ce coup-là, je me trompe rarement. J'imagine que c'est quelqu'un de gauche. Tout à fait. J'imagine que sur les personnes de droite, il a quand même des mots très durs. Alors moi, je suis un facho pour lui, hein, clairement. Hein. Je suis un facho, voilà. Donc est-ce qu'on va lui interdire de dire ça? Bah, donc une personne de droite, par exemple, une personne de droite, avec le discours de Bad Mulch, ne va pas se sentir à l'aise. Ah bah non. Tu vois, ça n'a plus aucun sens. C'est juste que il a une vision propre à lui et qui, pour lui, il a compris les choses, il a tout compris, donc les autres doivent appliquer sa compréhension à lui. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde pense qu'il a tout compris. Moi, je pense que j'ai compris. Toi, tu penses que tu as compris. Badmush pense qu'il a compris. Mais c'est dans la société, on ne va pas imposer sa compréhension. C'est pas à lui de décider quel discours, sur quel type de personne on peut avoir et quel discours sur quel type de personne on ne peut pas avoir. Parce que lui, c'est ce qu'il a décidé d'appliquer. C'est ce que tu as décidé d'appliquer pour toi. Fais-le. Mais ne décide pas pour les autres. Parce que tu n'as pas à le faire. Comme les autres n'ont pas à décider pour toi. Parce que si tu commences à décider pour les autres, tu leur donnes le droit eux-mêmes de décider pour toi. Moi, je ne pense pas que Bad Mulch, par exemple, accepterait qu'un militant Rassemblement National lui dise ce qu'il pourrait dire ou pas. Ah bah non, il ne pourrait pas le tolérer. Ah bah non, la liberté d'expression quand même. Alors, voilà. Alors pourquoi Bad Mulch pense qu'un militant du Rassemblement National doit accepter ce que Bad Mulch lui dit de dire ou pas? Parce que ce sont des fachos. Voilà, et que lui, il sait ce qui est bon pour la société. Contrairement à nous. Quoi. Voilà, et moi, ce genre de pensée, ce genre de vision, ça n'augure rien de bon pour le vivre ensemble et pour la tolérance dans la société. Désolé d'avoir été long. Hein. C'est le problème de Bad Mulch, c'est qu'il comprend pas que voilà quoi, c'est comment dire, sa vision est totalitaire. Elle est même dangereuse dans le sens où pour lui, il faudrait qu'on taise les problèmes, qu'on n'en parle pas. Et qu'on laisse vivre les minorités comme elles le souhaitent, et que tout le monde vive heureux sans jamais avoir à mettre le sujet sur la table, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont pas ouverts au débat. Ils sont ouverts à dire, tu n'as pas le droit de t'exprimer, ou en tous les cas, je vais te démontrer que tu as forcément tort, mais sans te laisser en plus d'avoir le droit de parole, quoi. Donc c'est très compliqué, en fait. Et ça fait partie de cette nouvelle gauche, très américanisée d'ailleurs, un peu dans l'idée, parce que lui, il est plutôt inspiré de Hassan Abi, des trucs comme ça, donc des influenceurs américains sur Twitch et tout. Et effectivement, c'est...
Moi, je pense pas qu'il soit de gauche, en vrai. Je pense que c'est un mec plutôt centriste. Mais lui est persuadé d'être extrême gauche. Donc, bon, si c'est... Grand bien lui fasse, quoi. Grand bien lui fasse. Donc, pour toi, il fait erreur, quoi. Ce garçon est dans l'erreur. Donc, du coup, je crois avoir compris. Ouais, mais comme dirait le principe de charité, on va pas attribuer à la malhonnêteté La connerie, ce que l'ignorance... Voilà, ce que l'ignorance et l'incompétence suffit à expliquer. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Et malheureusement, mon cher Benmuche, je crois que t'as pas compris, je pense, le propos de Jack. Moi-même, je le comprends, ce qu'il dit, parce que c'est un débat que j'ai souvent sur l'antenne. Moi, j'aime beaucoup l'école Chomsky. Renseigne-toi sur Chomsky, tu dois connaître un petit peu. Moi, je suis pour une liberté de... Même moi, personnellement, j'ai déjà dit, hein. Alors, pas pour l'apologie de la pédophilie ou des trucs comme ça, parce que là, c'est vraiment des crimes très particuliers, et la pédocriminalité, voilà, c'est va être condamné absolument, même la consommation, etc., donc l'apologie aussi. Par contre, j'avoue que même les menaces de mort, etc., si c'est dans le cadre d'émissions, de trucs comme ça, et que c'est face à face de gens, en fait, qui s'engueulent, ça me dérange moins, parce que dans le contexte d'une... Alors, menace de mort, c'est peut-être un peu loin quand même, mais ça peut... Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est qu'en fait, souvent, dans la colère... Il y a une escalade, des mots, etc. Et de lâcher un peu, même des dingueries, ça peut faire du bien aux gens et ça va les calmer, les apaiser. Et comme disait KB une fois qu'il était passé, qu'il était parti en couille contre Danny, il avait expliqué que genre, il disait tellement de dingueries qu'il peut pas le faire en fait, parce que sinon, c'est grillé, tu vois. Donc en fait, d'un côté ça te grille, mais en même temps ça te protège. Et c'est pas si mal des fois de se lâcher. Donc bon, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose, même si... les gens vont voir un truc où tout le monde s'énerve, gueule, insulte et tout, certes, mais ça peut faire du bien, même aux deux protagonistes, dans une situation très tendue. Ça permet de vider un peu le sac, et en gros, ça sert de catharsis, quoi. Et c'est pas si mal que ça, certaines fois, même si ça peut paraître très violent, très brutal et tout, mais bon, en fait, si ça fait rien derrière et qu'il n'y a pas d'action, tant mieux, en fait, et dans ce cas, ça aura peut-être fait du bien. Et c'est là où moi, je suis assez dubitatif, des fois, en me disant, bon... Est-ce que vraiment la censure est nécessaire? Est-ce que vraiment il faut empêcher, même certaines fois, des dérapages? Parce que, le contexte explique aussi le dérapage, sans dire qu'il faut aller plus loin. Mais en tous les cas, si c'est que de la parole, ça va. Après, il y a des trucs qui sont insultants, qui sont rabaissants, qui sont, qui sont durs à encaisser pour certains, mais ça reste de la parole, quoi. Faut pas tomber... Non, c'est pas toi qui as insulté le père, Jack. Non, c'est pas de Mutch. C'est un vieux drama. C'est un vieux drama Discord. Non, c'est pas toi. C'est pas de Mutch qui avait dit un truc sur son père, qui était pas très cool, quoi. Donc... Ok, je l'invite à mieux écrire, parce que moi j'ai compris que moi j'ai insulté son père. Voilà, apprenez à écrire plus clairement, parce que des fois on sait pas trop, et c'est normal, c'est internet et les commentaires. Maintenant, je vais libérer Jack, parce qu'on va pas le monopoliser toute la soirée, on va passer au sujet. Après, si tu veux intervenir sur le deuxième sujet de la soirée, tu restes là, tu peux intervenir, mais on va parler de l'affaire Crépol. Voilà. Je vous écoute de plus loin. Avec grand plaisir. Je te laisse nous écouter. Je sais que le live va durer très longtemps. Ah là, il va durer là. Ah là, on est parti pour un bon moment encore. Là, on a au minimum 3 heures, voire 2 heures, 3 heures, voire 4 heures minimum. Et après, demain, je pense que je vous ferai un petit live plus tôt aussi. Comme ça, on fera bien les 10 heures minimum. Mais on dépassera avec le live de demain soir. C'est pas grave. C'est gratuit. C'est la maison qui Merci. J'invite les 800 personnes quand même à liker le live et à partager pour plus de visibilité. 253 j'aime, c'est pas beaucoup, donc n'hésitez pas à partager sur Twitter, à partager sur YouTube. Je vous passe le tweet de la soirée, je l'ai corrigé parce que j'ai fait une erreur dans ma rédaction de tweet au tout début, et j'avais écrit que c'était Thomas qui avait dit les propos racistes, mais en fait non, c'est pas lui, c'est un Thomas, et c'est pas ce Thomas-là. Donc je vous partage le tweet pour le repartager, comme ça les gens pourront être au courant effectivement, et je vous invite à mettre des pouces bleus. Et si vous voulez financer la Zuclodie pour la future année qui est à venir, 2024, sur la cagnotte maudite du 6666,66 inspiré du live d'hier soir, et bien effectivement vous pouvez le faire. Je laisserai la cagnotte pendant, je pense... allez, on va la laisser jusqu'à la fin de l'année, comme ça permettra de laisser une cagnotte finale, et ça nous permettra de voir comment s'est passé cette fin d'année, et quelque part, c'est un peu la récolte de fonds pour réussir à atteindre le chiffre del Diablo. Donc, l'affaire Crépol.